c'est un vrai puzzle, ce 4-1. Quoi encore? Tout ça, tout ce qui est souligné, c'est quoi? Les 3 vers. Essaye Les de trois vers, c'est quoi rejet. par rapport au premier vers? C'est un enjambement. C'est un enjambement. Jambement. Donc, les trois hados, les trois vers, c'est un enjambement par rapport au premier vers. Bien. Maintenant, si on doit travailler isolément chaque vers, en relation, non pas de vers, mais plutôt en relation phrastique avec les vers qui suivent ou bien les vers qui précèdent, on va dire que donc, tous les trois derniers vers, tous les trois vers du 4-1 sont un enjambement par rapport au premier vers. Maintenant, comme s'il regardait au loin est un quoi? Rejet. Est un rejet. Oui. Le premier quoi? Hémistiche, non? Très bien. Le premier, rémistiche. Hémistiche. Maintenant, reste levé au ciel. Alors, reste levé au ciel, qu'est-ce qu'on a? On a un autre Contre rejet. un Un rejet. rejet. Reste levé où? Au ciel. Au ciel. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un rejet. Le deuxième vers, le troisième vers, on a un rejet. Un rejet. On les voit, on ne les voit jamais. Rejet dans le deuxième hémistiche au niveau de la césure. Vers les pavés, penchez rêveusement. Vers les pavés. Oui. Alors, vers les pavés, regardez. Faites attention. Vers les pavés. C'est quoi la fonction de vers les pavés dans la phrase? La fonction grammaticale ou quoi? Oui, la fonction. Quand on parle de fonction, c'est une fonction grammaticale. Donc ici, c'est comme un sujet. Non, c'est un complément. Un sujet. C'est un complément de quoi? Circonstanciel de lieu. Où il est où? Donc, donnez-moi la phrase. Abstraction faite de, disons, de son abstraction faite de son apport poétique. Donnez-moi la phrase tout, disons, prosaïquement. On ne les voit jamais vers les pavés. Non, tu n'as rien fait. Tu as gardé la même phrase ici. On ne voit les yeux. On ne les On voit. les voit jamais se On ne les diriger voit. vers les pavés. Oui. Léna, c'est les yeux, c'est très bien. On ne voit les yeux. On ne les voit jamais penchés, regardez vers le appesantis vers les pavés. Vers les pavés. C'est-à-dire que ici, c'est un complément circonstanciel. Comment? Le lieu. Oui. C'est quoi la déformation qu'il a connue? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Déplacement. Très bien, déplacement. Et comment on va appeler ça? Mouvement. Un complément circonstanciel, comment? Antéposé. De lieu. Antéposé. On a changé la place où il doit être. Donc, vous voyez ici, c'est effet sur la réception. On est toujours avec le premier vers, leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie. Le lecteur, ou bien celui qui est en train, l'éditeur, celui qui est en train d'entendre ce vers-là, il est assoiffé de connaître la suite. Et la suite n'est dans le deuxième vers. Et quand on est en train d'écouter le deuxième vers, on n'a pas encore eu toute la formation qu'on doit avoir. Il faudrait attendre le troisième. Et même avec le troisième, ce n'est pas encore fini. Le sens n'est pas encore donné. Il faudrait attendre jusqu'à la fin du 4 pour avoir toute la phrase et pour comprendre tout le sens de ce qui est dit. Mais d'un point de vue poétique, d'un point de vue vers, la versification, regardez, versification. D'un point de vue vers, chaque fois
qu'on a un vers, il est fini. Mais finir un vers ne veut jamais dire finir une leçon, une unité Phrase. sémantique. Donc, finir un Sens. Sens. Bien. Compris ce point? Oui. Regardez ici maintenant. 3600 fois par heure. La seconde. Chuchote. Qu'est-ce qu'on a ici? Roger. Un contre-rejet. 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 Oui. Ma proche résultat. Ici, c'est un contre-rejet. Puisqu'il est dans le premier vers et que la suite, il est dans le deuxième vers, c'est un contre-rejet. Contre-rejet. Chuchote, souviens-toi, rapide avec sa voix d'insecte. Rapide avec sa voix d'insecte. Rejet. Insecte, maintenant on dit je suis autrefois. Je partage maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Oui. Diapositive. Oui. Non. Bien. Document Word. La page 6. Comment? La page 6. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? La page 6 de document Le Word. document Word, non, je ne veux pas le document Word maintenant, je veux un nouveau partage. Ça va? Les sonorités, le son appellent le sens. Ce n'est pas encore affiché. C'est bon? Rejet et contre-rejet. Maintenant, ça va. Donc, vous êtes en train de voir le diapositive. Oui, les sonorités. Sonorité. Très bien. Les sonorités de son appellent le sens. Alors, regardez ici, le son appelle le sens. On ne va plus parler en termes de phrases. Maintenant, on est en train de parler en termes de son. Donc, rappelez-vous vos cours de phonétique. La poésie est musique. Et en ce sens, elle combine avant tout les sons, et en particulier les sons des syllabes accentuées. Ce jeu sur les sons peut s'appuyer sur la répétition d'un son voyelle, c'est l'assonance. On appelle assonance la répétition d'une même Voyez. voyelle. Alors faites attention, ou teignant tout à coup l'éblouité délire. Ou teignant tout à coup l'éblouité délire. Alors on a où? Voilà. Donc, puisqu'on a 300 qui se répètent, on peut parler facilement de Assonance. ou teignant tout à coup l'éblouité délire. Maintenant, le deuxième vers de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Souvent, Donc, parce que là, ça ne va pas être possible puisque vous ne pouvez pas écrire ça. C'est pas grave. Donc, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une assonance. Une assonance. C'est quoi l'assonance? C'est la répétition d'une voyelle à sachant l'intérieur. que je l'ai déjà dit dans le cours en présentiel, j'ai dit que dans la poésie, par exemple, au Moyen-Âge, reposait non pas sur la rime, mais reposait sur l'assonance. Sur la assonance. Maintenant, ici, la répétition de la voyelle nasale accentue l'impression de douceur et de mystère de ce vers. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Mais est-ce qu'on peut trouver autre chose dans ce deuxième vers? Le son. V. Et donc, dans ce cas, est-ce que ça va être une assonance ou bien autre chose? Allitération. Ça va être l'allitération. L'allitération, c'est quoi?
C'est l'emploi répétition. d'une consonne ou C'est la répétition. C'est la répétition. répétition. Oui, d'une consonne ou même à l'intérieur d'un verbe. Très bien. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a souvent, on a dans rêve. Oui. Mais il faudrait ajouter à ce ce feu. Feu. Comme on a vu par exemple pour tout ce qui est, enrichissement dans La rime. la rime. Oui. Dans la rime, le feu et le vœu sont différents seulement d'un seul point Vue. un seul point distinctif, à savoir La richesse. la sonorité. Le vœu est sonore et le feu est Sourd. 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 Il y a vœu et vœu auquel on peut ajouter le son feu. L'allitération. Quelqu'un pour lire ce vers. Pour qui sont ces serpents qui Allez, sifflent? Ibrahim, oui. Ibrahim, Pour qui sont qui? Pour qui sont ces Ibrahim. serpents qui sifflent? Bon, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Le son. C'est. Alors, c'est quel son qui est répété ici? Le se. C'est. Le se. Alors, regardez, on l'a ici dans son, on l'a ici dans C, on l'a ici dans serpent, on l'a ici dans... Et bien sûr. Bien sûr. Dans votre cours de phonétique, comment vous avez appelé le son se? Ça appartient à quelle catégorie de son? Il vient de voyelles. de consonne. Oui, c'est une consonne. Mais il appartient à quelle catégorie de type de son? Sonore. Ah, c'est pas sonore. Sorte. On les appelle les sifflantes. Les sifflantes, oui. Le se, Sifflant. c'est sifflant. Waha? Oui. Compris? Oui. Maintenant, quel est le son d'un serpent? Siffle. Il siffle. Il siffle. Faites attention. Pour qui sont ces serpents pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? C'est Racine, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imité le son d'un serpent en répétant C'est. en ça. allitération le son se et même en employant le verbe siffler. Siffler. Donc, vous voyez, parfois, quand on emploie une assonance ou bien quand on emploie une allitération, Mettre en relief. c'est pour aussi mettre en relief un sens bien Un certain. particulier. Oui. Ici, le sens qu'on est en train de chercher, c'est il y a une certaine imitation. Faites attention, on a une imitation du son du serpent dans le verre. Dans le verre. Qui emploie le mot serpent. Et le mot Siffle. siffler. Compris? Oui. Oui. Est-ce que vous avez travaillé la notion de l'arbitraire du signe et la motivation du signe? Non. Non. L'arbitraire du signe linguistique, ou bien la motivation du signe linguistique? Non. Non. La première fois. Enfin. Normalement, vous êtes assis soit sur un sidari, soit sur une chaise.
Bien. Oui. Mhm. Pourquoi on a appelé la chaise la chaise? Arbitraire. Pourquoi on a appelé chaise chaise? Pourquoi on n'a pas appelé un lit? Par convention. Par Par convention. convention. Par convention, Apparemment, voilà. apparemment, vous avez déjà travaillé ça, puisque vous êtes en train de parler en termes de convention et tout. Vous avez déjà parlé, vous avez déjà travaillé la notion de l'arbitraire de signes linguistiques. Alors, on a deux choses. On a deux choses. On a soit un signe arbitraire, soit un signe motivé. Le signe arbitraire, le mot n'a aucune relation avec la chose qu'il définit, qu'il représente. Quand on a une chaise, on l'a appelée une chaise et pourquoi on ne l'a pas appelée autrement, on ne peut pas avoir une réponse, sauf que c'est une convention particulière, une communauté linguistique. C'est pourquoi en français on va dire ça chaise, mais en arabe on va dire kursi. Oui. Non. Si je vous demande de me donner le bruit d'un chat. Le miaulement. On vous reçoit mal, monsieur Le bruit Amraoui. d'un prêtre. Comment? Prêtre, comment il fait? Il miaule. C'est comme quoi? Le moua. Donc, entre moua et miauler, est-ce qu'il y a une ressemblance? Oui, il y a une ressemblance. Très bien. Donc, qu'on soit arabe ou bien qu'on soit français, le bruit que fait un chat, quand on fait un chat, est presque le même, que ce soit en arabe, que ce soit en français. En arabe, on va dire moua, en français, on va dire miauler. Et le verbe miauler ou bien le verbe ma'a ressemble un peu à quoi? Ressemble à quoi? Au son du chat. Du chat. Au son du chat. On appelle ce signe linguistique un signe linguistique motivé. Parce qu'il y a une ressemblance entre le mot qu'il représente. Le mot et l'action. Oui, et l'action. Il représente. D'accord, oui. Qu'est-ce qu'il représente, le mot? Il représente un bruit bien particulier. Oui. Et on a le même bruit. Le même bruit. On appelle ça comment? Signe un motivé. signe linguistique Motivé. Motivé. Il y a aussi tout ce qu'on peut, chaque fois que vous imitez un son particulier, par exemple, dans le dictionnaire, quel est le dernier mot d'un dictionnaire? Du français, par exemple. Le dernier mot, c'est quoi? Oui, personne ne connaît le mot? Le mot de dictionnaire de français. Allô? Z. 3Z. C'est quoi 3Z? Dormir, c'est un son. sens. Non, c'est pas pour le ronflement, non? Oui? C'est un son de... C'est un son. Le son de l'abeille. C'est le son de l'abeille. Quand il est en train de virevolter juste à côté de vos oreilles, vous entendez quoi? Donc, c'est quoi? C'est une imitation Le son des ailes de l'abeille. le son de la nature. De la nature. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris le même son in texto. On appelle ça toujours un signe linguistique motivé. On les appelle les onomatopées. Les onomatopées. Oui. Faites une recherche à propos de ça avec double E. Onomatopée. Ça, c'est quelque chose. Onomatopées, on les trouve souvent dans les bandes dessinées. Oh, Pour représenter le son. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a, et dans ce cas, le mot qui représente la chose, a une relation formelle avec ce qu'il représente. Alors que quand on a un signe linguistique arbitraire, aucune relation entre le mot lui-même et... Entre le signifié et le signifiant. Pas de relation. Maintenant,
à partir avec ces informations qu'on a eues, regardons ce vers. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Donc, si on prend chaque mot isolément, pour qui sont, ainsi Sur de nos suite. têtes. Chaque mot ici est un mot. Chaque mot ici est un signe linguistique arbitraire. Ah? Compris? Oui, Non, Sauf le verbe siffler. Attention. Prendre chaque mot isolément. Chaque mot est un signe linguistique arbitraire. Pourquoi pour ici? Pourquoi on ne l'a pas appelé court ou la sourd? Pourquoi un animal et ça s'appelle serpent? Pourquoi on ne l'a pas appelé hamar ou un âne ou un cheval? Donc, tous les mots ici, je parle surtout de serpent, sifflet et tête, c'est-à-dire les mots pleins, c'est-à-dire les mots qui ont un sens. Alors que tous les autres mots, ce sont des mots qui ont Ah, طلب. بتبين Oui, monsieur. Suivez. Oui. Oui, mais je crois que parfois, là, vous n'arrivez pas à dire la chose. Regardez, combien on a de mots ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, oui. 10 mots. Il n'y a que 3 mots. Il n'y a que 3 mots pleins. C'est ça, sifflet et tête. Ça veut dire quoi, plein? Tête. Ils ont un sens. Des mots-clés. Les autres mots, qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont des mots vides. Alors, quel est le rôle dans une phrase? Le rôle de quoi? Relié, bien. C'est une forme de fonction. Les mots vides ont seulement des fonctions. Quand je vous dis pour, est-ce que vous allez me donner une signification de pour? Non. Préposition. Peut-être, mais vous allez dire que c'est une conjonction de. Là, c'est un adverbe de. Donc, ce sont là des mots vides. Et puis, à l'intérieur de la phrase, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des fonctions. Une fonction. Alors que les autres mots, ils ont des Sont fonctions. pleins. C'est très bien dans les mots, mais ils sont pleins. C'est-à-dire que je peux. C'est quoi serpent? Non, c'est un animal. Et quand je dis c'est quoi pour, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, c'est vrai. C'est difficile à définir. Non, vous allez dire quoi dans ce cas? C'est un mot vide. C'est un mot vide. C'est une conjonction. C'est-à-dire que là, vous allez définir le mot par catégorie grammaticale et puis par fonction, alors que là, quand je vais vous demander qu'est-ce qu'un serpent, vous allez me répondre C'est un animal. Animal, et puis peut-être vous allez dire qu'à l'intérieur de la phrase, il occupe une fonction bien particulière. C'est juste. Vous avez vu? Oui. Donc, Monsieur, s'il vous plaît. 10 mots, et dans ces 10 mots, on a seulement 3 mots. Là, les autres mots, ce sont des mots vides, Vide. sens, mais ils ont des fonctions à l'intérieur de mots. Maintenant, quand je vais lire le verbe, c'est-à-dire je vais assembler tous les mots. Et j'ai dit que tous les mots qu'on a utilisés dans le verbe, ce sont des mots Plein. Nous avons des mots pleins et des mots vides. voilà. Et ce sont des mots aussi qui sont Qui ont des fonctions. des signes linguistiques. Ils sont des mots arbitraires. Parce qu'aucun des mots ne représente ce qu'il signifie. Aucune relation. Mais monsieur, le verbe siffler, on a la lettre S qui est une lettre sifflante. لا لا اسمعني دابا اسمع تبان لي غير البلاد صافي سي بون Oui. Non, faites attention. Ces mots-là, avec lesquels on a formé une phrase, et qui tous sont des mots arbitraires ou bien des signes arbitraires, on va former une phrase. Je vais la lire. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes?
La phrase il a un sens. Vous avez entendu? Consonne S. Vous avez entendu un sifflement. Sifflement. Donc toute la phrase, c'est une motivée. À partir des mots qui sont appartiennent quoi? À quoi? Le S. Qui appartiennent aux signes arbitraires. Des signes arbitraires. On peut former une phrase dans laquelle motivé, le sens est motivé. Motivé, oui. Le sens est motivé parce qu'on a créé un son bien particulier, à savoir le son qui imite le son que fait un serpent, à savoir sifflement. Le sifflement. Oui, donc toute la phrase elle va nous donner un sens motivé, toute la phrase, et pas un mot. Très bien. Vous voyez, c'est quand ici, le son, normalement dans une construction phrase. Aide à comprendre le sens. Alors, tout mot formé dans une phrase a un sens. Bien. Oui, mais ici, regarde, on n'a pas seulement que le sens que tu peux récupérer de la signification de chaque mot. Non, il y a aussi un sens avec la combinaison de tous ces mots. C'est la combinaison de tous ces mots-là qui a fait un son qui imite le son du serpent par le sifflement. Tu as compris? Oui. Qui est en train de parler? Avec tout ce bruit, on n'arrive pas à entendre. Je vous entends bien. Oubliez le son, oubliez le bruit. Ça dérange. Oui. Oui. S'il vous plaît, éteignez et désactivez vos micros, sauf celui de proviseur. Alors maintenant, faites attention. Dans mot marié, mot meurtri, rime, le crime, cri. On retrouve les constitutions du mot rime. M. Regardez ici. Marié, meurtri, rime, crime. Dans tous ces mots-là, vous pouvez trouver le mot rime. Comment on appelle ça? C'est-à-dire, à partir d'un mot, je peux construire d'autres mots. Dérivation. Non. Il n'y a aucune relation entre rime et meurtri. Les homonymes. Non. Anagramme. Dianagramme. Anagramme, le Gines. Okay. Anagramme. Par exemple, faites attention, chauffe. Écrire ici. Mir, rime, ir. C'est les mêmes lettres. Oui. À partir des mêmes lettres, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai fait? Plusieurs mots. Construit 3 mots. Ils n'ont aucune relation avec l'autre. Aucune. En changeant la position des lettres. Mais dans ce cas, on n'a aucune relation dérivationnelle. Mais on va garder les mêmes lettres. On appelle ça des anagrammes avec double M à la fin. L'anagramme. العربية كيسموها الجناس. Oui. Tout ça, ce sont des gymnases. Maintenant, oui. Alors, dans mot marié, mot meurtri, rime ou le crime cri, on retrouve les constructions du mot rime. M, 4 fois. R, 3 fois. I, 2 fois. Il y a mise en équivalence des mariés et des meurtris. Que ce soit au niveau du meurtre, bien réel, que du meurtre, des mots via la rime.
Donc, vous voyez ici, quand on a l'allitération et quand on a l'assonance, ce n'est pas par hasard. Il y a toujours un effet de sens à partir de ce jeu de combinaison des sons. Que ce soit des sons vocaliques, que ce soit des sons consonants. Et dans un même vers, on peut avoir à la fois des assonances et des allitérations. Alors, l'anagramme. Alors, faites attention aussi. Amiral, c'est le titre d'un vers de Jacques Prévert. Amiral, comment il s'appelle? La rime. La rime. Donc, la rime à quoi? La rime à rien. La rime à rien. L'amiral, la rime à l'amiral, rien. La rime à Alors, rien. ici, Jacques Prévert, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer. Oui. Il est en train de jouer avec quoi? Avec le mot l'amiral. L'amiral, regarde ici. L'amiral. Amiral. Si vous le lisez à l'endroit, de gauche à droite, amiral. De gauche à droite. La rima. De droite à gauche, la rima. À l'envers, ça va donner la rima. Vous savez? Amiral, la rima. La rima quoi? La rima rien. La rima rien. Maintenant, faites attention. Ici, Jacques Prévert, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de critiquer la rime. Il est en train de critiquer la poésie ancienne. La rime à rien. C'est ça là, l'anagramme. L'anagramme est la recomposition d'un mot avec le et c'est un phénomène plus visuel que sonore. Les lettres Y, les lettres Y sur les syllabes. Lire, lier. Alors, ici, c'est l'anagramme de lier. Ob, l'anagramme de beau. Ravi, l'anagramme de vrai. Aimer, c'est l'anagramme de ici, quand je prononce Marie, ce n'est en aucun cas la même chose que quand je prononce aimer. Parce que dans aimer, le R, le R. Alors ici, c'est-à-dire que quand on a l'anagramme, on va se fier à l'orthographe et non pas au son. Et quand on va trouver l'anagramme d'un mot, le son va changer. Oui? Avec amiral et la rima, toutes les lettres ont été prononcées, alors que dans Marie et Aimé, il y a un son qui n'a pas été prononcé à sa place. Mais aussi, dans Aimé, on a le son E, alors que dans Marie, on a le son sonore I. Vous savez? C'est-à-dire que dans l'anagramme, il faudrait se fier à l'orthographe et non pas au son. Non, mon ami, je crois qu'on a déjà fait un exercice en classe quand je vous ai demandé d'écrire quoi? Écrivez l'italien sort de l'Italie. Vous écrivez vite. Un italien. L'italien saute de l'Italie. Envoyez-moi ça dans la discussion. Saute de l'Italie. L'italien saute de l'Italie. Vite. Alors, de l'Italie, c'est L-I-T. Vous regardez. Écrivez et envoyez-moi ça. Vite. On a déjà fait de classe. عندكم في الديروها شوفي انوتي Converser. Pardon. Converser, il est où converser là? L'italien. J'ai conversé. Saute de l'Italie. Saute de l'Italie, vite, il me reste seulement 2 minutes. Sautez. L'italien saute de l'Italie. Et converser. Je peux dire comment je... Non, tu vas l'écrire. L'italien saute de l'Italie. Très bien. Alors, Osama, j'ai la réponse de Osama, j'ai la réponse de L'Khakani, la réponse de Abdelhay, et j'ai aussi la réponse de Oppo F11. Ça va? Il y a 4 étudiants. L'italien saute de l'Italie. Donc, vous avez tous 0 en dictée.
L'italien saute de l'Italie. Monsieur, Allez, l'italien, regardez maintenant la c'est réponse. donné. Allez, C'est maintenant. Alors, tout le monde, pardon. Alors, regardez comment on écrit l'Italie. Ah ouais, ouais. L'Italie. pas l'Italie. Oh, l'Italie, oh, l'Italie. L'Italie, madame la grande. L'Italie. 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 L'italien Je vais faire saute là. de l'Italie. Allez, les hommes. l'Italie. L'homonymie, vous avez regardé depuis le baccalauréat, chaque fois qu'on parle de l'homonymie en classe, on parle de l'homonymie d'un mot avec un autre mot. Donc, on peut avoir une homonymie à partir d'un syntagme. Prenez la phrase que je vous ai donnée. Tout le monde a écrit l'italien saute de l'Italie, ça se peut. Je ne sais pas s'il y a une Relation entre l'Italien. une frontière rivière, par exemple, entre la France et l'Italie, et l'Italien peut sauter de l'Italie vers la France en traversant